Cher Boris Cyrulnik, merci beaucoup d'avoir accepté cette discussion. Nous nous étions rencontrés en Allemagne et ensuite à Chaumont-sur-Loire. On avait pu découvrir ensemble le domaine. Et donc cette discussion prend place dans le cadre de nos conversations sous l'arbre, et celle qui nous rassemble s'appelle la résilience de la nature, puisque c'est aussi le thème du Festival des Jardins. Et dans cette année, dans cette discussion, nous aurons la chance d'avoir Françoise Nyssen, qui est écrivain, éditrice, femme politique, Pascal Convert, un artiste que nous aimons beaucoup à Chaumont-sur-Loire et qui est un artiste de la mémoire, de l'empreinte, de la souffrance humaine. Il y aura également Éric Lenoir. Éric Lenoir, c'est un paysagiste écologiste qui est l'auteur du traité du jardin punk et qui nous montre qu'on peut considérer la nature autrement sans la blesser. Et il y aura également Philippe Desbrosses. Philippe Desbrosses, c'est un des fondateurs de l'agroécologie. Il a été vraiment à l'origine de ce mouvement il y a une trentaine d'années. Et donc l'idée de ces conversations, c'est de rassembler pendant 2 jours, dans un huis clos, d'art, de nature et de réflexion, des personnalités qui ne se rencontrent pas forcément. Vous êtes à la fois scientifique et écrivain, donc vous avez déjà en vous-même les deux univers, mais les artistes ne rencontrent pas toujours les scientifiques et les scientifiques ne rencontrent pas toujours les paysagistes. Et donc l'idée à Chaumont-sur-Loire, c'est de les mettre ensemble et qu'ils sortent à la fin de ce voyage de 2 jours, des réflexions qui nous permettront d'avancer dans le monde difficile dans lequel nous vivons. Nous allons bien sûr parler de la résilience, mais je ne voudrais pas omettre de vous présenter. Vous êtes un éminent neurologue, un écrivain, un spécialiste des questions liées à l'enfance. Enfin, c'est très compliqué de présenter un être aussi remarquable que vous. Vous êtes aussi psychanalyste. Mais je voudrais tout d'abord vous entraîner dans des temps très lointains, qui sont ceux de votre enfance. On sait qu'elle a été difficile, mais pour vous demander quelle a été votre première relation avec la nature. Est-ce que la nature a compté beaucoup pour vous lorsque vous étiez enfant ? Alors, la nature a compté beaucoup, parce que pendant la guerre, j'étais garçon de ferme, donc j'avais 7 ans, je savais tout, j'étais vieux à 7 ans, et j'étais chargé de compter les moutons et de m'occuper d'un âne. Les moutons, ça allait, mais l'âne me faisait très peur, parce qu'il avait des grandes dents jaunes, et dès que je m'approchais de lui, il me montrait les dents. Donc j'ai baigné des moments heureux, après des moments très douloureux, j'ai baigné dans des moments heureux grâce à la campagne, grâce aux fermes, j'ai le souvenir d'avant-guerre, dans la région de Bordeaux, de fêtes au village, c'était la moisson. Les hommes moissonnaient, les femmes faisaient les gerbes, les enfants ramassaient les brins, et le soir, tout le monde faisait la fête, dans un grand... J'ai un souvenir c'était pas un restaurant, mais c'est un souvenir de grand espace. Et chacun, le soir, chantait, faisait une fable, racontait une histoire, et c'était la fête au village. Donc la nature a été présente dès le début de votre vie. La nature a été présente, et surtout, ça a été un répit, parce que c'était avant-guerre. Les paysans travaillaient ensemble, et pendant la guerre, c'était des moments de bonheur en pleine guerre. Et donc, la nature a été plus que des moments à la campagne, ça a été des moments de répit. Alors on va revenir au concept de la résilience que vous avez mis en valeur, que vous avez créé il y a une trentaine d'années, je crois. Et
ce que j'en comprends, c'est que la résilience, c'est la possibilité de rebondir, la possibilité de renaître, d'avancer et de faire d'une difficulté une force. Et nous avons choisi ce thème pour notre festival cette année parce que chacun sait à quel point notre nature est menacée, les inondations, le réchauffement climatique, la pollution, enfin toutes les blessures que subit notre planète. Est-ce que vous avez constaté au cours de ces années une modification de ce concept de résilience, et est-ce que ce concept de résilience, selon vous, peut être appliqué à la nature ? Non seulement le concept de résilience peut être appliqué à la nature, mais c'est les paysans, c'est les agriculteurs, les agronomes qui sont à l'origine du concept bien avant moi. On dit qu'un sol est résilient quand, après une inondation ou un incendie, la vie reprend, mais c'est une autre forme de vie. L'exemple que je donne, c'est l'incendie du Cap Sissier, ça devait être en 1974. Ce que je vais dire est affreux, c'était merveilleux. C'est-à-dire que la montagne était rouge, le ciel était noir, la mer était grise, ça faisait une impression étrange. Mais quand l'incendie s'est arrêté, après plusieurs jours de feu et de nuits de feu, tout était brûlé. Il n'y avait plus du tout de végétation, il y avait quelques chênes qui montraient des doigts crochus, comme dans Blanche-Neige, quand les arbres sont méchants et qu'ils accrochent la robe de Blanche-Neige, la vie était morte. Et 3 ans après, les chênes ont repoussé parce que les pins les empêchaient de pousser. Et je crois que les pins acidifient le sol, je suis pas sûr. Donc les pins empêchaient les chênes de pousser. Les pins ayant bien brûlé, on a vu les chênes se développer, on a vu les cistes réapparaître avec leurs fleurs de printemps, on a vu le petit gibier tourner entre les bouquets de cistes, on a vu les aigles se remettre à tournoyer, la vie avait repris sous une autre forme. Et avant, il y avait des forêts noires de pins, et tout d'un coup, le Cap Sissier est devenu plein de fleurs, plein d'arbres et plein de vie. C'est la plus belle métaphore de la résilience que je connaisse, et c'est parti de l'agronomie. Et puis, les paysans disent aussi que la résilience est un concept évolutif, c'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui dans ce contexte, comme vous l'avez dit, quand aussi le contexte change et il ne fait que ça sera plus vrai demain. Il faut donc que les animaux, les plantes, nous, on s'adapte à un environnement qui change tout le temps. Il y a eu plusieurs glaciations dans notre histoire, il y a eu plusieurs réchauffements dans l'histoire de la Terre, et actuellement, il y a un phénomène de réchauffement qui se passe, mais avant, ça se passait dans un éclair de temps de 100 ou 200 000 ans, et maintenant, ça se passe dans un éclair de temps de quelques décennies. Donc, c'est le même processus, mais accéléré par la technologie, par la présence humaine. Or, les fleurs s'adaptent sans transformation. Quand il fait trop chaud, elles se racornissent, elles économisent l'évaporation, elles gardent un peu d'eau. Et si le réchauffement dure trop longtemps, certaines fleurs disparaissent. En revanche, s'adaptent avec transformation les épineuses. Parce que du coup, elles gardent l'eau dans le tronc et on voit apparaître des fleurs avec épineuses qu'on voit sur la Côte d'Azur et qu'on voit beaucoup moins à Paris, sauf sur les terrasses de café. On les voit, mais... Donc ça veut dire que le concept de résilience est né dans la physique des sols, dans la chimie des sols. C'est un concept très scientifique. Les cliniciens, c'était les paysans, les agriculteurs, les agronomes qui parlaient de sols résilients ou de sols non résilients quand on n'avait pas respecté la nature, quand on n'avait pas respecté la jachère, quand on avait mis trop de substances polluantes. Là, il n'y avait pas de résilience, la vie ne réapparaissait pas, le sol était mort. Donc ce concept était très bien travaillé par les agronomes. C'est un concept scientifique, chimique, écologique, et on parlait déjà des fleurs, des arbres et des petits animaux. Et c'est devenu un concept psychologique sous l'impulsion de quelques psys qui ont dit « mais pourquoi est-ce qu'on ne se servirait pas
de ce fait scientifique pour l'appliquer à un phénomène humain qui n'était pas travaillé. Quand j'étais enfant, pendant la guerre et après la guerre, quand un enfant avait perdu sa famille, on disait, ben voilà, sa vie est terminée, il a un orphelin, un enfant sans famille, ben, tant pis pour lui, c'est son destin, il n'a pas de possibilité de se remettre à vivre. Il y avait 300 000 orphelins en France après la guerre de 40, presque tous ont repris un bon développement, alors que le métier d'éducateur n'existait pas, mais il y avait des gens très motivés. J'ai rencontré des dames qui avaient entre 90 et 100 ans et qui me racontaient comment elles ont récupéré ces orphelins. Et elles disaient que ces orphelins étaient très altérés, surtout en Angleterre, plus qu'en France encore, parce qu'en Angleterre, il y avait eu les bombardements. En France, il y avait eu les rafles, il y avait eu beaucoup d'orphelins, mais les bombardements avaient beaucoup traumatisé les bébés et les enfants. Et ces enfants reprenaient un bon développement, alors qu'aujourd'hui, à l'aide sociale à l'enfance, il y a 300 000 enfants, et l'évolution est catastrophique. C'est-à-dire que les éducateurs sont motivés, ils n'ont pas la bonne formation, ils ne sont pas assez nombreux, et surtout, ils font plus de papier que de relations avec les enfants. Et ça, c'est pas très bon sur le plan résilience, pour reprendre un bon développement. Donc, c'est parti de l'agriculture, et c'est devenu un concept scientifique et clinique dans le monde humain, parce que la mère de la résilience, c'est une psychologue américaine, Amy Werner. C'est elle qui travaillait en Haïti avec plus de 700 enfants abandonnés, sans famille, sans métier, avec la violence des rues, violence physique, famine, froid, viol. Et ces enfants-là étaient très voués au malheur. Elle les a revus 30 ans plus tard. 72% d'entre eux, effectivement, étaient devenus des adultes terriblement malheureux, délinquants, seuls, ne sachant ni lire ni écrire. Mais la surprise, c'est que 28% d'entre eux avaient appris à lire et à écrire sans école, avaient fondé une famille, avaient appris un métier, et quand elle en a fait l'examen psychologique, eh ben, il n'était pas plus névrosé que moi. C'est-à-dire qu'elle a posé ce problème, personne ne l'a cru, sauf Michael Rutter, avec qui j'ai travaillé à Londres. Et Michael Rutter a dit une phrase qui a déclenché un processus de recherche. Ces enfants ont quelque chose à nous apprendre. Ils avaient tout contre eux. Ils auraient dû mal se développer. Comment se fait-il qu'ils se soient bien développés malgré ces agressions constantes? Et ça a été le point de départ de milliers de laboratoires, de groupes de recherche sur la planète. Et actuellement, c'est le concept vedette qui permet de récupérer beaucoup d'enfants, mais bien sûr, c'est jamais du 100%. Vous écrivez dans votre livre Des hommes et des saisons, notre culture a perdu la boussole, nous naviguons à vue, bousculés par les événements, errant là où le vent nous porte. Il nous faut reprendre un cap, car nous venons de comprendre que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, il n'est pas supérieur aux animaux, il est dans la nature. La domination qui a été une adaptation pour survivre aujourd'hui ne produit que du malheur. Et vous dites aussi, une étoile du berger nous indique cependant la nouvelle direction vers l'unité de la Terre et du monde vivant. Comment voyez-vous cette unité du monde vivant? Je me souviens d'une conversation que vous avez eue avec Jean-Marie Pelt, qui est un homme que j'aimais beaucoup, que l'on avait reçu à Chaumont-sur-Loire. Et en 2001, vous avez une conférence commune où tous les deux vous parlez de... C'était un concept moins en avant, en tout cas, l'intelligence végétale à l'époque. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Vous parliez de l'intelligence animale et lui de l'intelligence végétale, en donnant des exemples dans les deux domaines, tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce que vous entendez par cette unité de la Terre et du vivant? Alors, quand les êtres humains ont commencé à penser, c'est-à-dire dès que les êtres humains sont arrivés sur Terre, ils avaient un cerveau d'être humain, et quand on ne peut pas s'empêcher de penser. Donc, c'était il y a à peu près 300 000 ans, Monsieur et Madame Sapiens arrivent sur Terre,
et il se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Comment fait-on pour vivre? Et ça a été le point de départ de la civilisation humaine. Quand j'avais rencontré Jean-Marie Pelt, que j'aimais beaucoup, avec qui il était tellement gentil et cultivé que vraiment c'était un plaisir d'être avec lui. Et il lui parlait de l'intelligence végétale, c'est-à-dire qu'il était très sensible au concept de solidarité. On disait que les plantes étaient en conflit constant, que c'était la plante qui ferait disparaître l'autre. Et Jean-Marie Pelt disait, mais pas du tout, il y a une coopération chez les plantes. Or, actuellement, Franz de Waal et d'autres éthologues animaliers pour animaux démontrent qu'il y a une coopération chez les animaux. Il y a une forme d'intelligence préverbale, bien sûr, mais c'est une forme d'intelligence, ils comprennent beaucoup de choses, comme nos bébés. Nos bébés, pourquoi est-ce que nos bébés ne parlent que vers l'âge de 3 ans? Avant, ils ne parlent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas l'outil de la parole pour comprendre. Mais ils comprennent beaucoup de choses. La mère qui, avec un bébé de 4 mois, fait... C'est un interdit préverbal. Le bébé comprend. Donc il y avait une intelligence animale, une solidarité animale, et actuellement, avec la catastrophe qui nous arrive, catastrophe du virus, catastrophe de la pollution, catastrophe écologique, catastrophe de l'Ukraine, catastrophe des guerres qui se remettent en place, on constate que dans le monde vivant, végétal, animal, humain, c'est toujours après une catastrophe qu'on est contraint à l'évolution. Avant, comme les plantes, avant il y a des petites adaptations. Il fait chaud, on se racornit, l'eau réapparaît, on se dit là, c'est une petite adaptation. C'est pas une véritable évolution, c'est momentané. Donc les êtres humains font des moments d'adaptation, et là, après une catastrophe économique, catastrophe psychologique, catastrophe planétaire, on est contraint à l'évolution. Donc on va connaître quelques années passionnantes. J'espère qu'elles ne seront pas trop passionnées et qu'on pourra parler, parce que généralement, on sort les armes dès que l'autre n'est pas d'accord et que ça n'améliore pas les relations. Alors, il y a donc une coopération, une solidarité entre les plantes, entre animaux et entre êtres humains aussi. Donc c'est à ceux-là qu'il faut donner le pouvoir. Ce n'est pas à ceux qui veulent imposer leur loi, le langage totalitaire. Je suis le seul à avoir la vérité, je suis le seul à avoir le bon Dieu, les autres sont des faux dieux. Je suis le seul à avoir la vérité économique, les autres ne comprennent rien. On a fonctionné comme ça, et ce que je viens de dire là, ce langage totalitaire a provoqué des millions de morts. Or, en même temps, il y avait des gens très solidaires, très généreux, très attentifs à l'autre, l'empathie humaine est certainement très développée. Ça existe aussi chez les animaux, mais moins que chez les êtres humains. Et si on donne la parole à ces êtres humains de bonne volonté, comme on disait après la guerre de 14, si on donne la parole, il y a moyen de refaire une culture de solidarité. Mais c'est une question d'attitude. On croyait, depuis la Bible, peut-être avant même, parce qu'on parle, on croyait qu'on était au-dessus de la nature. D'ailleurs, dans la Bible, l'homme doit dominer les oiseaux, les poissons qui sont dans l'eau, les oiseaux qui sont dans le ciel, et tout ce qui est sur la terre. Et c'est vrai que pour survivre, il a fallu privilégier, encourager la violence des hommes, pas des femmes. Les petits garçons ont été tous entraînés pour la guerre. Il y a eu des tas de civilisations qui ont été faites pour la guerre. Alors la plus triste et la plus célèbre, c'est Sparte, mais les garçons ont été torturés pour en faire des bons guerriers. Les Scythes faisaient aussi, les garçons ne faisaient que la guerre, les janissaires, il y a eu, ce que j'ai connu dans les années d'après-guerre, c'est qu'on nous disait, vous ne traverserez pas la vie sans connaître une ou deux guerres et plusieurs bagarres de rue. Vous, petits garçons, vous devez vous y préparer. On apprenait la violence aux garçons. Il y avait des petits garçons qui adoraient ça, d'autres qui avaient horreur de ça, et moi je me disais, bon, il n'y aura plus de guerre, c'est pas possible, après ce qui s'est passé, il n'y aura plus jamais de guerre. Qu'est-ce qu'on peut se tromper dans la vie alors? Et donc j'ai connu ça, je suis de la qualité d'avant-guerre. On disait ça des camemberts.
On disait les camemberts d'avant-guerre étaient bien meilleurs que ceux d'après-guerre. Donc je suis un camembert d'avant-guerre, ben, j'ai connu deux guerres. La guerre de 40, que j'ai reçue de plein fouet, et la guerre d'Algérie. Et quand la guerre d'Ukraine a réapparu, j'ai été stupéfait. J'étais convaincu que ça réapparaîtrait, c'était fini. On avait compris, ben non, on n'a pas compris. Et ce qui permet cette évolution humaine, c'était que, comme il y avait des glaciations, les plantes disparaissaient, les animaux, les petits animaux, le petit gibier disparaissait, les vers qu'on mangeait, qu'on fouillait sur la terre disparaissaient, et donc l'espèce humaine a failli disparaître. Et il a fallu, à ce moment-là, découvrir les armes, le silex taillé, les pieux avec une pointe, et on a retrouvé, on a retrouvé des mammouths laineux avec un silex planté dans son cœur, c'est-à-dire que Monsieur Sapiens, ou peut-être Monsieur Néandertal, ou peut-être Madame Néandertal, s'est mis entre les quatre pattes du mammouth, et comme pour les éléphants d'Hannibal, quand ils ont franchi les Alpes, il se glissait entre, et il lui plantait. Et la survie humaine n'a été possible qu'en donnant la mort. Donc, les armes, la violence des hommes, pas des femmes, a été privilégiée pour la survie. Et les rapports de domination sont devenus des rapports humains qu'on connaît probablement depuis 300 000 ans. Et ces rapports de domination ont permis la survie, mais ont donné le malheur. Parce que qui devait dominer qui? Les hommes doivent dominer les animaux, doivent dominer les femmes, doivent dominer les enfants, doivent dominer les hommes faibles. Et on a fait 300 000 ans de violence pour ne pas mourir. Donc c'était peut-être une adaptation, mais c'était une adaptation terriblement coûteuse. Or maintenant, depuis 2 générations, ça vient de naître, hein, depuis 2 générations, probablement sous l'impulsion des femmes, on a envie d'établir des rapports sans violence. Est-ce que c'est possible? C'est possible à condition qu'on apprenne à maîtriser nos émotions et privilégier la parole et privilégier les rituels de politesse. Je parler, je vous écoute, je parlerai à mon tour. On va se réunir autour d'une table, parce que la table, ça permet de régler, ça permet de parler. C'est à table que se font les communications les plus importantes. C'est pas à l'Assemblée, c'est pas... Donc ça veut dire que si on peut, peut-être sous l'impulsion féministe, on peut envisager de faire une nouvelle culture humaine. Est-ce qu'elle va se faire? Actuellement, on voit que ça marche en France, ça marche dans certains pays plutôt bien. Il y a des pays où ça ne marche pas du tout. Il y a des pays où on reste encore dans les rapports de domination parce que c'est la violence, c'est la socialisation archaïque. Alors, chez les animaux, on constate que déjà chez les animaux, la violence est contrôlée, contrairement aux préjugés. On disait les animaux s'entretuent. Non, ils ne s'entretuent pas. Certains animaux considèrent une autre espèce comme un gibier. Mais nous, on fait pareil quand on va chez le boucher. C'est-à-dire qu'on considère les animaux comme un gibier. Mais on faisait ça aussi entre êtres humains. Quand on hiérarchisait les êtres humains, ceux qui avaient le plus d'armes, ceux qui avaient le plus de technologie, s'estimaient supérieurs aux autres. Moi, j'ai la peau blanche, j'ai accès aux armes surpuissantes, donc ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que moi sont donc inférieurs. Ceux qui n'ont pas la même religion que moi, puisque je suis le seul à avoir le bon Dieu, sont donc inférieurs. Et ce qui est très grave, c'est que quand on échappe, on dit les lois de la nature, on devrait dire les phénomènes de la nature. Les lois de la nature, les lois, c'est ce qu'on passe entre nous. Quand on échappe, quand on ne respecte pas les phénomènes de la nature, on détruit. On détruit la nature, les animaux, l'eau, et nous, entre êtres humains, on se détruit aussi. Donc je pense qu'il y a une autre conception de l'être humain qui est en train de se mettre en place grâce à la catastrophe qu'on vient de connaître ces dernières années. Et là, on n'est pas au-dessus de la nature, on est dans la nature, avec l'eau, avec les plantes, avec les animaux, et entre êtres humains. On est dans la nature. Et si vous ne me croyez pas, regardez un peu qu'est-ce qui a déclenché le virus. C'est la civilisation. On n'a pas respecté les phénomènes naturels, on a fait des élevages de mammifères,
avec la fiente des oiseaux, ça crée un autre milieu qui invente un virus. Des virus, on en a tous partout. Des millions dans notre intestin, des millions dans le verre que vous avez bu tout à l'heure. Il y avait des centaines de milliers de virus, mais ces virus-là, quand on les absorbe, ils participent à la synthèse des neuromédiateurs, la dopamine et la sérotonine. La dopamine qui nous donne le plaisir de bouger, et la sérotonine qui nous donne le plaisir de la relation. Et merci les virus. Le Covid, c'est pas ça du tout. C'est un virus qui a été inventé par la civilisation contre lequel on n'est pas immunisé. Donc à ce moment-là, si en ne respectant pas les phénomènes de la nature, on a déclenché une épidémie mondiale, et s'il n'y avait pas eu le vaccin et l'isolement, il y a eu des millions de morts, il y aurait eu des centaines de millions de morts, comme il y en a eu auparavant. La peste de 1348, qui est partie de Marseille, en deux ans a tué un Européen sur deux. La peste de 1720, qui est partie de Marseille aussi, mais là, on avait compris qu'il fallait faire un confinement, donc il y a eu des morts incroyables en Provence et au Languedoc, mais ça n'est pas monté plus au nord, parce que il y avait un confinement. Les beaux murs d'Avignon que vous avez vus, c'était pas fait pour la beauté, c'était fait pour empêcher les Marseillais de se réfugier à Avignon. Les gens se protégeaient. Et quand, après l'épidémie de 1348, il y a les gens qui avaient des belles maisons, avec des jardins, avec des vergers, avec des potagers. Ces gens-là se sont confinés chez eux. Ils n'avaient pas compris le principe, mais ils avaient senti, on meurt dans la rue, restons chez nous. Et c'est eux qui ont fourni l'Européen sur deux qui n'est pas mort. Tout de suite après, on a vu apparaître l'art de la table, on a vu apparaître les carafes d'eau amoureusement peintes, on a vu apparaître le petit gibier, on a vu apparaître les bouquets floraux, on a vu réapparaître l'art de la maison, parce que c'est dans la maison qu'on survivait. Donc la culture avait été complètement changée à cause, peut-être grâce, à l'épidémie de peste de 1348. Donc on n'est pas au-dessus de la nature, on est dans la nature. Si on ne respecte pas ces phénomènes, si on rend malade les animaux, si on met trop de DDT, si on fait disparaître les moustiques, les oiseaux commencent à disparaître. À Paris, il n'y a plus de moineaux. Dans le Midi, il n'y a plus de martinets. Comment ils vont faire pour transporter les graines ? Dans quelques années, on va manquer de végétaux. Donc, et on mourra de faim parce que les oiseaux n'auront plus transporté les graines. Donc on est avec eux, on est avec les oiseaux, on est avec les moustiques. Et il y a aussi un autre exemple, c'est que notre victoire technologique a été tellement stupéfiante d'intelligence. Les êtres humains, les animaux ont une intelligence technologique, ils fabriquent des armes, ils fabriquent des abris, ils fabriquent des outils, mais les êtres humains ont une intelligence technologique incroyable. Regardez les caméras, regardez Internet, c'est stupéfiant. Mais si on ne respecte pas les phénomènes de la nature, il y a trop d'hormones femelles dans l'eau, à cause des hormones qu'on synthétise, à cause du plastique qui envoie dans l'eau des pseudo-hormones, des leurres endocriniens femelles qu'on partage avec les plantes, les oxones, c'est la même formule chimique. On met trop d'hormones, on invente trop d'hormones synthétiques par le plastique ou par la chimie. Actuellement, il y a de moins en moins de poissons mâles. Et on voit de plus en plus d'oiseaux mâles se mettre à couver les œufs. C'est-à-dire que notre victoire technologique est en train de modifier l'eau, les poissons, les oiseaux, les animaux et nous-mêmes. Et si on tue les animaux, eh ben on mourra avec eux. Ce que vous dites est à la fois pessimiste, parce qu'on peut aller vers la fin, ce que disent les jeunes, enfin, qui sont extrêmement préoccupés par cette évolution de notre société. Et en même temps, j'entends que la catastrophe de la guerre, la catastrophe du Covid, la catastrophe écologique peut nous amener à une évolution, à une modification des comportements. Donc,
il est important qu'il y ait cette prise de conscience. Bon, elle existe, mais elle existe, comme vous le disiez, dans une espèce de colère et d'impuissance qui fait que les gens n'ont pas forcément envie d'aller vers la solution. Vous pensez que donc on peut modifier le lien avec le vivant, j'avais beaucoup aimé dans votre ouvrage qui s'appelle « Le laboureur et les mangeurs de vent », cette idée que le laboureur, lui, est associé à la liberté intérieure. Ça m'intéresserait que vous puissiez nous parler à la fois du laboureur, qui est un homme de la nature, et de ce que sont ces hommes de vent. Eh bien, le laboureur, il a les pieds sur terre, d'abord. Donc, il a un savoir qui est un savoir de terrain, un savoir sensoriel. Il sent quand il va pleuvoir, il sent quand les plantes sont sèches, il sent quand la terre a moins d'eau. Il a un savoir, une expérience sensorielle. Alors que les scientifiques ont aussi une expérience respectable, c'est une expérience de laboratoire. Ils manipulent un fait, ils réduisent le fait pour le manipuler, pour en faire une méthode. Scientifique, c'est respectable. Les deux sont respectables. Mais le piège, c'est ceux qui se soumettent, les mangeurs de vent, qui gobent n'importe quel récit. Et alors là, on peut leur faire gober qu'il faut tuer les loups, parce que c'est nos ennemis. Alors que les loups, généralement, ont peur des êtres humains, et c'est pas nos ennemis. Et que souvent, même, ils mangent les carcasses, ils font l'hygiène des animaux morts vient des loups. Il faut tuer les renards, il y a des chasses à courre pour les renards. Chaque fois qu'on tue un renard, on donne vie à 10 000 rats qui transportent les virus et les bactéries. Donc il y a un équilibre de la vie, il y a un équilibre entre les plantes, l'eau, les animaux et nous. Et cet équilibre est facilement et mouvant tout le temps, parce que si la pétrification est impossible. L'univers change tout le temps, la Terre tourne, les satellites tournent, il y a des variations de chaud, de froid, de nuit, de jour. Donc l'univers change, les animaux changent. On fait partie des 5% d'espèces survivantes. Les dinosaures ont disparu. 95% des espèces vivantes à l'origine ont disparu. On peut très bien disparaître. Et la Terre continuera à tourner. Alors, quelle sera la nouvelle forme de vie qui apparaîtra sur la Terre? Peut-être les vers de terre, si on n'abîme pas trop le sol, et les vers de terre feront naître une autre forme d'intelligence. On peut faire de la science-fiction, d'ailleurs. La science-fiction, c'est une manière d'imaginer, hein, c'est respectable. Alors, actuellement, la catastrophe nous contraint à l'évolution. Après chaque catastrophe, que ce soit une catastrophe naturelle, la catastrophe de Lisbonne, le tremblement de terre de Lisbonne qui provoque un tsunami, l'eau du Tage monte et noie toutes les maisons, provoque des incendies, et après, les Portugais se sont dit, si on remet les maisons au même endroit, il y aura un autre tsunami, donc il faut changer, il faut faire des grandes places, s'il y a l'eau arrive, il faut faire des grandes places, et ils ont fait une nouvelle architecture qui donne la Lisbonne d'aujourd'hui, avec ses 7 collines, qui est très belle, et qui est née après le tremblement de terre de Lisbonne. Après chaque catastrophe, on voit un choix, mais là c'est les êtres humains qui, parlant, sont capables de faire un monde de représentation verbale. Ce que les animaux font moins bien que nous, ils font d'autres choses mieux que nous. Ils volent mieux que nous, ils nagent sous l'eau mieux que nous, ils sont plus rapides à la course que nous. Il y a beaucoup de choses qu'ils font mieux que nous. Mais ça, dans le domaine de la parole, je crois qu'on n'est pas mauvais. Mais on voit que après une catastrophe naturelle ou culturelle, guerre, virus, encéphalite de 1918, encéphalite qui a tué plus d'hommes que la guerre. On parle toujours des morts de la guerre, mais beaucoup plus d'hommes sont morts d'encéphalite, et c'était les jeunes hommes de 17 à 21 ans qui étaient incorporés
et qui allaient faire la guerre et qui mouraient ou qui revenaient avec la gueule cassée ou qui revenaient avec un syndrome psychotraumatique qu'on ne savait pas soigner et qui n'était pas pensé par la culture puisque on ne pensait qu'en termes de violence. Donc un homme qui ne pouvait plus faire la guerre, c'était un traître, et quelques-uns ont été fusillés parce qu'ils ils étaient tellement traumatisés par la guerre qu'ils ne pouvaient plus faire la guerre. Ils ne pouvaient plus dormir, ce qu'on voyait d'ailleurs pour les survivants des camps, qui ne peuvent plus dormir dans un lit, ils peuvent dormir que par terre, parce qu'ils sont adaptés à dormir par terre, et quand on les met dans un lit, ils sont angoissés, ils ne dorment pas. Alors, après chaque catastrophe se reproduit le même choix, et là, c'est les êtres humains. Le même choix, c'est entre refaire comme avant, il y a des gens qui disent qu'il faut relancer l'économie, il faut remettre en place les mêmes processus qu'avant. C'est clair que si on remet en place les mêmes processus de transport et de consommation, dans 3 ans, il y aura un nouveau virus. Il y en a déjà d'ailleurs, et c'est des variants moins toxiques, mais statistiquement, il y aura un nouveau virus dans 3 ans. La deuxième solution, c'est que les gens sont malheureux. Il y a des gens ruinés. Les jeunes payent très cher le prix du confinement, parce que c'est l'âge où il faut courtiser, il faut avoir des copains, il faut étudier. C'est l'âge où on flambe. Eh bien, ils ont été confinés pendant 2 ans. Ils n'ont pas été à la fac, ils n'ont pas fait de sport. Et actuellement, ils payent très très cher ce confinement. 40% des jeunes actuellement dépriment, alors que dans une population en paix, c'est 12%. Donc là, ils payent très cher. Et quand une population est désorganisée, arrive toujours un sauveur qui dit « Votez pour moi, je sais ce qu'il faut faire ». Le mal vient des nègres, des juifs, des arabes, des étrangers, de qui vous voulez. Et donc, votez pour moi, donnez-moi de l'argent, on va envoyer l'armée. Et c'est le phénomène du bouc émissaire que René Girard a très bien décrit, qui se répète régulièrement après chaque période de catastrophe. Il faut désigner celles, les femmes sorcières, par qui le malheur arrive. Et on tue ces femmes, ça a existé, on tue des juifs, ça a existé, on tue les étrangers, ou on les chasse, et tout ira bien. C'est tout le langage totalitaire qui dit ça. Donc beaucoup aujourd'hui sur la planète, dans les peuples inquiets, désorganisés, on voit qu'un très grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement, parce que les peuples sont malheureux et qu'ils se font escroquer par ces dictateurs. Et la troisième voie, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est celle de la Renaissance, où on voit qu'après l'épidémie de 1348, les rapports humains avaient changé, l'art de la maison, l'art du jardin était apparu, parce que c'était l'adaptation. La vie revenait grâce à la beauté de la maison, grâce à l'utilité et à la beauté des jardins. Et donc la vie revenait, c'était la Renaissance, la peinture changeait. Avant Giotto, c'était un homme en vaut un autre. Et tout d'un coup, on voit apparaître les portraits, on voit apparaître les tapis sur les tables, on voit apparaître les fleurs, les bouquets de fleurs, la peinture du XVe siècle, qui avait changé parce que notre manière de penser la vie humaine avait changé. Devinez quel est mon choix. Je pense que vous êtes plutôt du côté de la Renaissance et de cette évolution positive. C'est vrai que l'environnement dans lequel on vit, avec Internet, avec cette espèce d'écrasement de la pensée par ces réseaux sociaux qui empoisonnent les esprits de la jeunesse et des autres, est-ce qu'on peut vraiment... nous, évidemment, nous sommes du côté de l'espoir. Et si on choisit ce thème à Chaumont du jardin résilient, c'est parce qu'on pense que retrouver des méthodes d'irrigation anciennes, arrêter la pollution chimique de la terre. Par exemple, on a un jardin qui parle de l'électroculture.
L'électroculture, c'était une technique qu'on utilisait avant l'utilisation des intrants chimiques. C'est une manière de travailler sur les courants électriques qui dynamiserait les racines. Vous voyez, les concepteurs des jardins ont beaucoup d'idées. Et notre souhait, de façon modeste, parce que c'est un lieu de réflexion, une sorte de laboratoire, c'est d'aller voir quelles seraient les solutions qui pourraient, à petite échelle ou à grande échelle, permettre de retrouver un rapport différent avec le végétal, avec la terre qu'on a cessé d'assécher, d'abîmer avec cette stérilisation venue du chimique. Mais c'est terriblement inquiétant. Enfin, nous nous battons tous pour aller vers le meilleur, mais l'impression qu'on a, c'est qu'il peut y avoir cet accompagnement de ce malheur venu du réchauffement climatique par cet Internet qui écrase tout. Alors ça peut être la solution, comme ça peut être l'accélération du malheur. Alors là, vous posez un problème de fond, c'est que la technologie, certains animaux ont accès à la technologie, ils savent fabriquer des épines, ils savent fabriquer des armes, ils savent fabriquer des ouvre-boîtes. Les mésanges anglaises savent ouvrir, décapsuler les bouteilles de lait anglais. Les animaux savent fabriquer des abris, enfin ils savent beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. Alors ça, c'est une idée qui plaisait beaucoup à Jean-Marie Pelt. Mais nous, humains, depuis 1750, l'explosion de la technologie, depuis Monsieur et Madame Sapiens jusqu'au XVIIIe siècle, il y a eu des petites améliorations comme les fleurs, il y a eu des adaptations, mais ce n'était pas des vraies révolutions. Fin 18e, explosion, l'hydraulique, l'électricité, le charbon, le transport. On change, notre intelligence humaine change l'univers humain. On quitte la terre, on quitte les plantes, on quitte les animaux, et on vit dans un univers organisé par le charbon, l'électricité, le chemin de fer. C'est sur le plan intellectuel et sur le plan plaisir de vivre, c'était un progrès immense, ouais. Sauf pour les mineurs qui travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine, et quand j'en ai suivi à l'hôpital, quand j'étais neurologue, qui mouraient de silicose avant la cinquantaine. Donc c'est eux qui payaient, mais ils payaient pour le bonheur d'autres hommes qui tout d'un coup voyaient l'espace se dilater. On pouvait prendre le train, on pouvait appuyer sur un bouton, c'était un confort magique. Et puis le 19e siècle, c'est le siècle des explosions technologiques merveilleuses sur le plan intellectuel, et c'est aussi le siècle de la honte. 3 génocides, 2 guerres mondiales, plus des rapports de violence extrêmes. Génocide des Arméniens, génocide juif, génocide des Tutsis, oui. Sans compter qu'avant les génocides, on n'en parlait pas, les Indiens, les Héréros, les Africains, on n'en parlait pas, parce que ça faisait partie de l'esclavage, des rapports de violence dont on parle depuis tout à l'heure. Et là, 2 guerres mondiales, la guerre de 14-18, qui est d'une torture extrême des jeunes hommes, ont été torturés dans les tranchées, ils n'avaient pas le droit de vote. C'était les adolescents qu'on a envoyés se faire tuer, casser la gueule, et souffrir de syndrome psychotraumatique. 39-40, là encore, catastrophe. L'armée française est vaincue comme un éclair. Le gouvernement de Vichy devance les consignes nazies. 1944-45, le régime nazi s'effondre. Merci les Anglais, merci les Russes. Le régime nazi s'effondre. Pendant 5, 6, 7 ans, toute une génération d'hommes n'avait rien fait d'autre que la guerre ou tuer le temps. Prisonniers de guerre, pendant ce temps, les femmes avaient tout fait marcher. Les usines, elles travaillaient, elles étaient ouvrières, les hôpitaux, l'administration. Les femmes découvrent qu'elles sont capables de faire marcher une société, alors que les hommes n'avaient rien appris. J'ai des tas de témoignages de parents d'amis
les hommes partent à la guerre et quand ils rentrent, je pense à un couple de parents de mes amis, ils sont en première année de médecine, l'homme part faire la guerre et la femme fait ses études et fait marcher la famille et fait marcher la société. Et quand l'homme revient de 4 ans de prisonnier de guerre où il n'avait rien appris, sa femme était chef de clinique. C'était elle qui lui apprenait son métier. Donc c'était la première révolution féminine, enfin non, j'ai mal dit. La Seconde Guerre mondiale a été une évidence de la révolution féministe. Et après la guerre, donc, il a fallu tenir compte des capacités féminines. La technologie change complètement notre manière de nous penser. La manière de penser l'être humain, la moindre invention technologique change la représentation qu'on se fait de nous-mêmes. Si les Mongols sont arrivés à Vienne, c'est parce qu'ils avaient inventé l'étrier. Ces tout petits bonhommes, ces minuscules, tenaient bien sur leurs chevaux, et en face, il y avait les gros teutons avec des lances et trucs qui balançaient. Il suffisait de les pousser, ils tombaient, et les petits bonhommes les égorgeaient. Et ils sont arrivés à Vienne. La pilule, ce qu'on appelle la pilule, a été la liberté pour les femmes. Elles deviennent maîtresses plutôt bien, c'est pas du 100%, mais c'est beaucoup mieux qu'avant en tout cas. Elles deviennent propriétaires de leur ventre, comme disent les féministes, alors qu'avant, leur ventre appartenait à l'État. En 1804, Napoléon nomme l'homme chef de famille, sauf que le chef n'était jamais dans sa famille. C'est les femmes qui faisaient tout. Elles n'avaient pas de droit. Donc ça a duré presque 2 siècles, ça. Et notamment après, en 1970, alors 68 n'a pas été une guerre, mais ça a été une révolution. Il a fallu repenser tout. Et les 2 grands bénéficiaires de mai 68, ça a été le féminisme, qui s'est développé et qui, en posant des tas de problèmes et en obtenant beaucoup de résultats, et le phénomène du monde psychique, on a découvert qu'on vivait surtout dans un monde de représentation verbale. Mais le développement, la merveilleuse découverte d'Internet est en train de complètement dégrader la parole. C'est-à-dire qu'avant, il fallait se rencontrer. Au Moyen-Âge, pendant très longtemps en Espagne, il y avait des disputations. C'est-à-dire qu'on mettait 2 gens qui n'étaient pas d'accord, et puis les gens étaient dans la salle, les gens se disputaient. Valladolid, la disputation de Valladolid a donné une âme aux Indiens de justesse, mais ils ont gagné le droit d'avoir une âme. Donc l'esclavage des Indiens n'a pas été possible. Puisqu'ils avaient une âme, on n'avait plus le droit de les dépecer, on n'avait plus le droit de les chasser, on n'avait plus le droit de les cuisiner. C'était plus les animaux, c'était les êtres humains. Donc, catastrophe, évolution. Et puis là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on ne maîtrise plus. Il n'y a plus l'interaction. Les écrans, qui sont une virtuosité incroyable de communication, sont une altération incroyable de la relation. Je peux, en un clic, savoir ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Ce n'est pas une relation. Je le sais, c'est une connaissance abstraite, coupée de la connaissance sensorielle, coupée du laboureur. Le laboureur, il a les pieds sur terre. Il va sentir la terre, il va sentir l'eau, regarder les plantes. Et maintenant, Internet nous coupe de ce savoir. Et là, on voit apparaître, comme il y a une désorganisation sociale, on voit apparaître des clans, des processus de socialisation archaïque, on voit réapparaître des clans où chacun défend son clan, et si des gens du clan tuent ceux de l'autre clan, ça n'a aucune importance, puisque les gens de l'autre clan ne sont pas des vrais êtres humains. C'est le raisonnement que tenaient les nazis, qui pouvaient tuer en riant et en faisant la fête. C'est ce qu'ont fait aussi le général Bugeaud quand il a colonisé l'Algérie, où il brûlait les maisons, il tuait les gens et s'emparait de leurs maisons et de leurs terres. Donc, on a fait ça, les êtres humains ont fait ça. Et Internet, en refaisant des collectivités closes, coupées de la collectivité d'à côté, fabrique des récits coupés de la réalité. Moi, je dis des récits délirants. C'est pas la peine d'être psychotique pour être délirant. Ça veut dire privé, l'ira, le sillon sur la terre.
On peut très bien être non psychotique et complètement déliré, c'est ce que font actuellement beaucoup de cultures. Et dans notre propre culture, les gens qui se fient, qui se réfugient dans Internet, dans les réseaux sociaux, se mettent en situation de délirant. C'est-à-dire qu'ils font des récits fous, complotistes, ça a toujours existé, mais actuellement, il y en a énormément, et c'est toujours un signe de désorganisation sociale. J'ai travaillé avec l'UNICEF au Congo pour essayer de voir ce que faisaient les éducateurs avec les enfants soldats. Les éducateurs congolais étaient merveilleux. J'ai été stupéfait par le nombre de sectes qui apparaissaient à Goma ou dans toutes les villes, à Kivu, dans toutes les villes du Congo. Il y avait plein de sectes. Et les gens malheureux vont se faire escroquer en allant dans ces sectes. C'est ce que fait actuellement Internet, coupé de la relation, coupé de la parole des autres, en train de dégrader la parole. La parole ne sert plus à rencontrer les gens, à échanger des mondes mentaux. La parole sert à réciter, comme le faisaient les nazis, comme le font actuellement les sectes. Alors, j'ai écrit un livre, Psychoécologie, oui, et qui, grâce au virus, grâce au confinement, je l'ai écrit très vite, alors que là, j'ai tellement de sollicitations que j'ai du mal à finir le prochain. Et parce que je pense que si on change, c'est un moment sensible dans l'histoire humaine. C'est maintenant, on a une période sensible, il faut comprendre quels sont les phénomènes de la nature qu'on doit respecter. Comment on doit établir des nouveaux rapports humains, entre humains et avec les animaux et avec la nature. Ma réponse, vous l'avez citée tout à l'heure, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai écrit, c'est-à-dire que notre culture, en privilégiant jusqu'à l'absurde la technologie, a perdu la boussole. La boussole donne le nord, il faut avoir un projet, il faut donner sens à notre vie. Le sens qu'on doit donner à la vie des années qui viennent, comment va-t-on vivre dans la nature entre êtres humains? C'est une chance inouïe de faire une vraie évolution, évolution naturelle et évolution culturelle. On va garder les écrans parce que c'est des communications magnifiques, presque magiques, mais on va savoir que le prix des écrans est très élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre les troubles psychiques provoqués par les écrans? La rencontre, le sport de petit niveau, le théâtre, la fête au village dont je parlais au début de notre entretien, tout ce qui fait la rencontre humaine, il faudra le développer, le privilégier, de façon à pouvoir garder les écrans sans avoir les effets maléfiques des écrans. On va garder ce prodige technologique de la communication stupéfiante, on va le garder. Mais il faut savoir qu'il faudra lutter contre les effets secondaires qui sont les troubles psychiques provoqués par les écrans. La solitude, l'angoisse, l'isolement. Il faudra donc mettre en place des processus culturels pour lutter contre les effets secondaires des écrans.